Et nous écoutons maintenant Jean-Mathias Fleury, qu'on ne présente plus, puisque c'est un ancien du Collège de France. Il est ici chez lui. Il a été assistant de Jacques Bouvresse, et il va nous parler de la souveraineté de la raison. Et comme la raison bourgeonne, eh bien Jean-Mathias Fleury. Merci à toi. Avant de commencer, je tenais à remercier vraiment vivement et Claudine Tiercelin et les organisateurs du colloque, parce que je suis très, très heureux et très, très honoré d'être ici, et puis d'avoir l'occasion donc, de rendre hommage à Jacques Bouvresse aussi pour ce que je lui dois. Donc merci à eux. Alors je vais vous parler donc de la souveraineté de la raison, et en partant d'abord d'un constat sur lequel c'est évidemment pas un hasard si un des derniers colloques organisés en ces murs par Jacques Bouvresse, il y a 4 ans presque jour pour jour, portait sur la question éminemment politique des rapports entre la vérité, la rationalité et la démocratie, à partir d'une discussion des œuvres d'Orwell, de Russell et de Chomsky, ce dernier lui ayant alors, on s'en souvient, fait l'amitié d'accepter son invitation après de longues années d'absence en France. Alors qu'il a construit l'essentiel de son œuvre autour de questions relatives à la philosophie du langage et à la philosophie de la connaissance, Jacques Bouvresse a en effet été amené, au cours des dernières années, à intervenir de plus en plus souvent sur le front de la philosophie politique, parce qu'il considère que c'est un domaine dans lequel les idéaux de vérité et de rationalité hérités des Lumières sont tout particulièrement menacés. L'idée selon laquelle tout discours scientifique et toute exigence de vérité serait toujours, en réalité, des instruments de pouvoir au service de ceux qui s'en réclament, semble en effet devenue aujourd'hui une sorte de lieu commun de la pensée politique, comme si personne ne se souciait plus ni des antécédents historiques, ni des conséquences spécifiquement politiques d'un tel relativisme. Dans la lignée d'auteurs comme Orwell, Russell ou Chomsky, Bouvresse soutient au contraire que le respect de la vérité ordinaire et de la connaissance scientifique sont des conditions nécessaires de la démocratie et en fin de compte les seules garanties que nous pouvons opposer à l'arbitraire de la force et de l'autorité illégitime. Dans cette critique spécifiquement politique du relativisme postmoderne, Bouvresse convoque systématiquement la référence à Bertrand Russell et à son idéal de société scientifique pour expliciter la liaison intime qui peut, selon lui, être faite entre les recherches de la vérité et de la rationalité d'une part et une politique démocratique d'autre part. Ce que je voudrais faire dans cet exposé, c'est discuter la lecture que Bouvresse fait de ce projet de société scientifique en me demandant si elle permet de penser une forme de souveraineté politique spécifique à la raison, bref, de chercher à comprendre ce que peut ou ce que pourrait être une politique rationaliste. À première vue, la raison occupe une place relativement limitée en politique, où semble plutôt régner le jeu des intérêts, des passions, les mille et un tours de la manipulation d'autrui ou de soi-même. Adopter en politique une attitude rationaliste, ça revient dans la plupart des cas à accepter de passer au mieux pour un idéaliste naïf, au pire pour quelqu'un de mauvaise foi. Lorsqu'on admet que la raison peut jouer un rôle en politique, c'est le plus souvent uniquement comme une faculté de calcul qui permet de déterminer les moyens requis pour atteindre un but donné. Mais la raison est alors réduite à une faculté purement instrumentale, utilisée dans la poursuite de buts qui lui sont assignés de l'extérieur. Il y a habituellement 2 manières différentes de mettre en avant cette importance de la rationalité instrumentale en politique. La première consiste à y voir un instrument d'analyse incontournable au service d'une pragmatique du pouvoir. Celui qui souhaite gouverner doit ainsi s'efforcer d'avoir une vision aussi réaliste que possible des mécanismes sociaux qui fondent l'obéissance à l'autorité et se garder de se laisser remporter par ses passions ou ses intérêts s'il souhaite les satisfaire. Plus récente, la seconde approche consiste à penser les phénomènes politiques et sociaux à partir d'une conception instrumentale de l'action et du rôle que joue la raison dans la recherche de notre intérêt optimal. À la suite des penseurs utilitaristes, de certaines analyses de Weber sur l'action intentionnelle et des développements de la théorie des jeux, la théorie du choix rationnel a ainsi, au cours des dernières décennies, cherché à montrer que toute situation sociale était finalement susceptible d'être modélisée comme un processus dans lequel les acteurs décident, en moyenne, toujours en fonction de leur intérêt bien compris, à partir des informations dont ils disposent sur les alternatives disponibles. Comme on sait, cette approche a été utilisée de manière quasi systématique par les économistes néolibéraux qui ont vu en elle la possibilité de penser toute interaction sociale à partir des paradigmes du marché et de l'homo economicus. Alors, je ne vais pas m'attarder ici sur les objections multiples soulevées par la théorie du choix rationnel
et par ses applications économiques et politiques, car il est désormais notoire qu'en plus d'être violée de manière quasi systématique par ceux qui s'en font les missionnaires les plus zélés, elle s'est révélée incapable de satisfaire les promesses d'explication et de prédiction sur lesquelles elle était fondée. Je précise toutefois d'emblée qu'il ne s'agit pas pour moi de discuter ici l'importance du calcul rationnel dans les phénomènes politiques, ni même la pertinence du projet de la théorie de choix rationnel. La reconnaissance du rôle instrumental de la raison en politique, elle est en effet difficilement contestable, et elle n'implique pas nécessairement une conception cynique ou technocratique de la politique. Toute planification économique, toute organisation institutionnelle ou juridique suppose bien le respect de normes de rationalité élémentaire, et historiquement, il est évident par exemple que chez des auteurs comme Russell ou Neurath, l'idée d'une politique rationaliste est étroitement associée à celle d'une économie rationnellement planifiée, sur le modèle, pour ce qui les concerne, des économies de guerre établies par les Alliés pendant les 2 conflits mondiaux. Par ailleurs, il faut souligner que fréquemment, l'affirmation du caractère irrationnel des comportements sociaux ou politiques cache mal une certaine paresse intellectuelle ou une volonté délibérée d'occulter les responsabilités. Dans toutes les explications de phénomènes politiques, l'hypothèse de rationalité est donc évidemment précieuse et elle doit être méthodologiquement prioritaire. Mais en fait, ce que je voudrais dire ici se ramène finalement simplement à ceci, c'est qu'une conception rationaliste de la politique ne saurait se réduire à une simple analyse des manières rationnelles de gouverner. En premier lieu, parce que, comme l'écrit Jon Elster, la politique est coextensive à l'emploi ou à la menace d'employer la force, celle-ci étant conçue comme la capacité de nuire à l'adversaire. Dans les marchés parfaits, il n'y a pas de politique, puisque tous les acteurs sont également impuissants, mais dans la réalité, il n'y a pas de marché parfait et tout y est politique. Fin de citation. Autrement dit, la première chose qu'une conception rationaliste non réductrice doit prendre en compte, c'est, me semble-t-il, l'importance en politique de ce qui s'y joue et s'y échange, à savoir des rapports de force. Mais j'ajouterai ici que Rousseau nous a également appris que la politique ne commence réellement que là où la force cherche à s'auto-justifier, c'est-à-dire au moment où elle joue son efficacité sur sa légitimité. Le pur exercice de la force, c'est un phénomène physique et pas politique. C'est donc à partir de ces 2 dimensions constitutives de la politique, les rapports de force d'une part, les raisons mobilisées pour les justifier et les rendre le plus efficaces possible de l'autre, qu'il convient de penser les ressources et les finalités spécifiques de la raison dans ce domaine. Or, il me semble que ce qui intéresse Bouvresse dans l'œuvre de Russell tient justement à ce que la raison est bien, selon ce dernier, capable de proposer des normes spécifiquement politiques, au sens où nous venons de le définir, et pas seulement des normes de cohérence ou d'efficacité minimale. Selon Russell, si la raison a une dimension spécifiquement politique, c'est dans la mesure où elle permet d'évaluer les finalités et les règles qui gouvernent les sociétés humaines. Elle est ainsi porteuse non seulement de règles, mais aussi de valeurs, la raison, susceptibles de s'appliquer à la vie collective, ce qui suggère bien une forme de souveraineté qui lui est propre. Le programme d'une politique rationaliste n'est bien entendu pas nouveau, il remonte au moins à la République de Platon. Le problème, c'est que ce dernier l'a d'emblée placé sous l'égide funeste d'une critique dévastatrice de la démocratie et de la figure du philosophe roi, ce qui, à lire certains de ses héritiers contemporains comme Alain Badiou, ne donne pas forcément envie de reprendre le flambeau. Dans son livre sur Julien Binda, Pascal Angèle a, me semble-t-il, bien résumé les problèmes que rencontre un tel programme. Il écrit « Le partisan d'une politique platonicienne a traditionnellement 2 sortes de problèmes. Le premier, c'est qu'il se heurte au reproche classique de totalitarisme, rampant ou avoué. Celui qui parle au nom des idées et de l'universel n'entend-il pas créer une dictature intellectuelle de philosophes rois et de gardiens ? Premier problème. Le second problème de la politique platonicienne, c'est celui de l'instanciation, ou de ce que Binda appelait lui-même l'incarnation. Les universaux et les valeurs abstraites, telles que la justice et la vérité, vont-ils s'instancier dans des circonstances et des situations particulières ? Si oui, comment ? » Fin de citation. Alors si on aimerait effectivement que quelqu'un comme Badiou s'intéresse au moins de temps en temps à la première question, la seconde n'est pas moins préoccupante pour le rationaliste qui est soucieux d'éviter la posture du prophète qui prêcherait, si vous voulez, depuis une cité purement idéale et se condamnerait d'avance à l'impuissance. Il me semble que l'originalité de la politique rationaliste qui se dégage de l'œuvre de Russell, elle tient d'abord à ce qu'elle est définie plutôt comme une certaine forme de scepticisme. Plutôt que par un programme spécifique, il faut donc d'abord la définir par ce qu'elle combat, à savoir, selon Russell, le dogmatisme politique. Reprenant ici l'éthique de la croyance définie par Clifford,
Russell affirme ainsi qu'une attitude rationaliste en politique consiste à suspendre son jugement sur toutes les propositions à propos desquelles on ne dispose pas de raisons sérieuses déterminant leur vérité ou leur fausseté. Dans La valeur du scepticisme, Russell définit ainsi au début cette attitude par la formule suivante qui est devenue célèbre: « Je désire soumettre à l'examen bienveillant du lecteur une doctrine qui, je le crains, va paraître terriblement paradoxale et subversive. La doctrine en question est celle-ci. Il n'est pas désirable d'admettre une position quand il n'y a aucune raison de supposer qu'elle est vraie. Je dois reconnaître, bien entendu, que si une telle opinion devenait commune, elle transformerait complètement notre vie sociale et notre système politique. » Fin de citation. Les subversions auxquelles porte une telle attitude tiennent d'une part à ce que, comme le relève Bouvresse, un scepticisme de ce genre réduit considérablement la quantité de mensonges et d'illusions qu'on estime habituellement nécessaires au bon fonctionnement de la vie sociale et politique. Autre subversion évidemment portée par cette maxime sceptique de Russell, c'est qu'elle conduit bien entendu à interroger de manière systématique les rapports de pouvoir qui s'exercent dans les sociétés. Un peu plus loin, Russell précise encore son propos en ces termes: « Le scepticisme dont je suis partisan se ramène à ceci seulement. Premièrement, que lorsque les spécialistes sont d'accord, l'avis opposé ne peut pas être considéré comme certain. Deuxièmement, que lorsqu'ils ne sont pas d'accord, aucun avis ne peut être considéré comme certain par le non-spécialiste. Troisièmement, que lorsqu'ils estiment tous qu'il n'y a aucune raison suffisante pour un avis certain, l'homme ordinaire ferait bien de suspendre son jugement. » La position de Russell se distingue ici, il faut le souligner, des dénonciations classiques sur les ravages de la doxa en politique et des différentes formes d'apologie de l'expertise qui l'accompagnent. Si elle pointe, cette formule de Russell, la légèreté des raisons et la partialité qui caractérisent la plupart des prises de position politiques habituelles, ce n'est pourtant pas pour conférer une autorité ultime aux spécialistes, lesquels jouissent simplement d'un crédit proportionné aux preuves qu'ils sont susceptibles de produire dans le débat public. En politique, soutient Russell, ni l'opinion ni l'expert, j'ajouterais ni le philosophe, ne sont donc rois. En quoi consiste alors le dogmatisme contre lequel doit lutter toute politique d'inspiration rationaliste ? D'après Russell, il consiste, comme le fait William James, à affirmer que nos croyances, quel que soit le domaine concerné, supposent nécessairement, à un moment donné, une forme d'engagement arbitraire, un acte de foi qui limite considérablement le rôle des justifications ou des critiques que peut proposer la raison. Celui qui exige des raisons suffisantes pour défendre une position quelconque, en politique comme ailleurs, serait, selon James, dans la position d'un général d'armée qui passerait sans cesse ses troupes en revue sans jamais les conduire à l'assaut. Alors, sous ces apparences de bon sens et d'humilité pragmatique, cette volonté de croire, défendue par James, a, selon Russell, des conséquences particulièrement dangereuses dans le domaine politique. En effet, elle conduit finalement à justifier toutes les manières de soustraire au débat et à la possibilité du désaccord objectif les propositions portant sur les pratiques ou les croyances de ceux avec qui nous vivons en société. En soutenant que nos convictions sont en définitive toujours indépendantes des raisons qu'on peut leur adjoindre ou leur opposer, le dogmatisme que défend James conduit ainsi en réalité à une conception fondamentalement autoritaire de la politique. Sur ce point, Russell rappelle que, citation, « Depuis l'époque de la Grèce ancienne, il y a toujours eu deux conceptions concernant la façon de produire des connaissances vraies et deux conceptions correspondantes concernant la meilleure forme de gouvernement. Bien que ces deux controverses liées entre elles aient existé pendant plus de 2000 ans, elles sont aussi vigoureuses à l'époque actuelle que dans n'importe quelle autre période précédente. Les deux façons de produire ce que l'on estime être des croyances vraies peuvent être distinguées comme le mode de l'autorité et le mode de la recherche. De la même façon, les deux formes de gouvernement sont celles de l'autorité et celle de la décision à la majorité. » Fin de citation. En affirmant que les convictions sur lesquelles reposent nos pratiques, mais aussi nos lois, nos institutions, sont par principe nécessairement soustraites à un moment donné à toute évaluation de la raison, le dogmatique affirme ainsi que toute autorité politique est toujours irréductiblement arbitraire. Que cette autorité soit celle d'un texte considéré comme sacré, d'un parti, d'un chef ou de quelque autre instance, ne change au fond pas grand-chose à l'idée que toute politique repose, pour lui, le dogmatique, sur une forme de brutalité primitive et mystérieuse du pouvoir. On pourrait objecter que cette critique de Russell à l'égard de la volonté de croire défendue par James comporte une part d'excès ou de mauvaise foi. Mais ce serait oublier que Russell était malheureusement bien placé pour identifier les ressemblances à première vue inattendues entre les positions défendues par le philosophe américain et celles avancées quelques décennies plus tard par ces pragmatiques, entre guillemets, revendiqués, qui étaient les nazis ou les staliniens.
Hannah Arendt écrit ainsi à propos de la montée du nazisme en Allemagne: c'est pourquoi les nazis n'eurent pas besoin de réfuter les arguments qu'on leur opposait et préférèrent systématiquement les menaces de mort aux tentatives de persuasion, la terreur à la conviction. Ils prétendaient que les désaccords proviennent toujours de sources profondes, naturelles, sociales ou psychologiques, qui échappent au contrôle de l'individu et par conséquent à celui de la raison. Parce que les nazis affirment la vanité de toute discussion et parce qu'ils prétendent que l'exercice de la force est la seule réalité de la politique, ils manifestent bel et bien une forme de volontarisme irrationaliste qui illustre parfaitement le dogmatisme dénoncé par Russell. L'attitude consistant à refuser toute pertinence au débat rationnel, en vertu du caractère supposé intrinsèquement subjectif des désaccords politiques, trouve d'ailleurs une traduction explicite dans les positions défendues par le nazi Carl Schmitt, lorsqu'il affirme que les catégories d'amis et d'ennemis sont en politique absolument primitives. Puisqu'il est uniquement question de guerre, il est parfaitement vain de se demander qui pourrait avoir raison ou de chercher à savoir si ce qu'on affirme correspond en un sens quelconque à la réalité. Face à un ennemi, je n'ai rien à justifier, je dois simplement me préoccuper de le vaincre. Le point central de l'analyse de Russell consiste à dire que, indépendamment du contenu idéologique revendiqué par telle ou telle position politique, il y a quelque chose d'essentiel qui se joue dans la manière dont nous assumons nos convictions, selon qu'on défende une conception purement volontariste, comme le fait le dogmatique, ou selon que l'on accepte de soumettre nos convictions aux normes de la raison. Cette critique du caractère fondamentalement autoritaire du dogmatisme en politique est indissociable, aux yeux de Russell, d'une défense de la démocratie, ce qui achève de le distinguer des formes habituelles de rationalisme autoritaire héritées de Platon. À l'opposé de toute forme de volontarisme arbitraire, la démocratie repose en effet à la fois sur l'idée que la délibération collective est la meilleure méthode de recherche du vrai dont nous disposons, et sur l'idée qu'à défaut de preuves définitives ou suffisantes concernant la vérité ou la fausseté d'une proposition, les décisions doivent être prises à la majorité. Précisons d'emblée que, contrairement à ce que soutiennent les conceptions relativistes de la démocratie, qu'on retrouve aujourd'hui par exemple chez Rorty, ça ne signifie évidemment pas pour Russell que la vérité puisse être définie comme le résultat d'une délibération collective, et encore moins comme une décision prise à la majorité. Ce qui détermine la vérité ou la fausseté d'une proposition, en politique comme ailleurs, c'est d'une manière ou d'une autre sa correspondance aux faits. Seulement, comme nous ne disposons pas toujours, loin s'en faut, de connaissances avérées lorsqu'il s'agit de prendre des décisions politiques, nous devons souvent nous contenter alors de croyances bien fondées, c'est-à-dire établies sur la base d'informations suffisantes et reconnues comme telles par une majorité. On notera au passage que ces deux situations, qui sont caractéristiques du débat démocratique, renvoient assez précisément aux deux maximes sceptiques proposées par Russell et que j'ai citées au début de cet exposé. Comme on l'a vu alors, Russell invite en effet son lecteur à conditionner systématiquement ses convictions à l'existence de raisons déterminantes, ou à défaut, de prendre en compte, sans pour autant les soustraire à l'examen, les raisons qui sont avancées par les spécialistes de la question examinée. Une politique rationaliste, c'est donc, selon Russell, nécessairement une politique démocratique. Et réciproquement, il n'y a pas de démocratie authentique sans allégeance politique à la raison, parce qu'elle est la seule faculté permettant à n'importe qui de critiquer le caractère arbitraire d'un pouvoir ou d'une autorité, quel qu'il soit. Sans anticiper sur la suite de cet exposé, je me bornerai pour le moment à indiquer que la difficulté principale que rencontre toute politique rationaliste de ce genre tient probablement à supposer d'abord qu'une collecte d'informations objectives soit toujours possible, à ce qu'il est très difficile de déterminer avec précision à partir de quand une information peut être considérée comme suffisante. Quoi qu'il en soit, on peut dès à présent avancer l'idée qu'une communauté qui accepte la souveraineté de la raison, telle que la conçoit Russell, consiste à refuser toute décision et toute règle arbitraire par une recherche méthodique de ce qui est vrai. En ce sens, on peut dire que le rationalisme affirme que la curiosité est une valeur politique absolument centrale. Par quoi il faut comprendre une recherche ferme et attentive des faits et raisons permettant d'approcher et éventuellement d'atteindre la vérité objective dans nos jugements comme dans ceux d'autrui. On notera ainsi que cette curiosité implique une certaine charité initiale de principe à l'égard des assertions d'autrui, ainsi qu'une disponibilité permanente à l'autocritique concernant les croyances auxquelles nous avons souscrit jusqu'à présent. On comprend alors, pour finir sur ce point, que la communauté scientifique soit, selon Russell, un modèle pertinent pour penser une société démocratique appliquant une politique rationaliste. Le tempérament, je cite Russell, qui est requis pour faire de la démocratie un succès est, dans la vie pratique,
exactement ce que le tempérament scientifique est dans la vie intellectuelle. C'est une demeure qui se situe à mi-chemin entre scepticisme et dogmatisme. La vérité ne peut pas être complètement atteinte, elle n'est pas non plus complètement impossible à atteindre. Elle peut être atteinte seulement à un certain degré, et cela avec difficulté. Fin de citation. La communauté scientifique offre ainsi, du moins en principe, l'illustration d'une société dont les membres voient leurs croyances soumises à une souveraineté véritablement égalitaire et impartiale, d'une communauté des égaux, affranchie de toute hiérarchie arbitraire. Bien entendu, Russell ne cultivait aucune illusion sur l'existence de rapports de pouvoir et d'autorité à l'intérieur de la communauté scientifique. Seulement, il relève qu'il s'agit d'un des rares exemples dans lequel un groupe social subordonne ses rapports d'autorité à l'examen des raisons et au respect des faits objectifs. Une société organisée sous l'égide de la raison, c'est donc pas une société de laquelle les relations de pouvoir ou d'autorité auraient disparu, mais une société où elles sont soumises à un contrôle de légitimité permanent de la part de ceux sur qui elles s'exercent. Ainsi, Russell écrit-il, l'habitude de fonder les opinions sur la raison, quand elle a été acquise dans la sphère scientifique, est apte à être étendue à la sphère de la politique pratique. Pourquoi un homme devrait-il jouir d'un pouvoir ou d'une richesse exceptionnelle uniquement parce qu'il est le fils de son père ? Pourquoi les hommes blancs devraient-ils avoir des privilèges refusés à des hommes de complexions différentes ? Pourquoi les femmes devraient-elles être soumises aux hommes ? Dès que ces questions sont autorisées à apparaître à la lumière du jour et à être examinées dans un esprit rationnel, il devient très difficile de résister aux exigences de la justice qui réclament une distribution égale du pouvoir politique entre tous les adultes à l'exception de ceux qui sont fous ou criminels. Il est par conséquent naturel que le progrès de la science et le progrès vers la démocratie aient marché la main dans la main. » Fin de citation. Les lignes qui précèdent permettent, me semble-t-il, de lever une ambiguïté qui est fréquemment rencontrée lorsqu'il est question de soumettre nos choix à l'autorité de la raison et à l'acceptation des faits. Dans les débats politiques, on accuse souvent celui qui s'en tient aux faits pour déterminer son jugement de manquer d'imagination et de cautionner finalement des rapports de force et les injustices qui structurent la réalité sociale. Le réaliste est toujours soupçonné de conservatisme ou de mauvaise foi, dans la mesure où il déciderait de manière arbitraire, ou le plus souvent intéressé, d'ignorer les possibilités de transformation et de progrès inscrites dans les situations qu'il a sous les yeux. On voit que le respect des faits qui sous-tend la conception rationaliste de la politique défendue par Russell n'a rien à voir avec un tel réalisme étroitement conservateur qui, sous couvert de lucidité, cherche en réalité à justifier l'existence d'une situation historique particulière. Celui qui oppose la réalité présente d'un rapport de domination à ceux qui le critiquent fait précisément, aux yeux de Russell, preuve de dogmatisme, en affirmant de manière péremptoire qu'il n'y a, pour paraphraser une responsable politique récemment disparue, pas d'alternative à la situation présente. Dans le cadre d'une délibération démocratique placée sous l'égide de la raison, les situations sociales et historiques ne sont pas des données brutes qui seraient dotées en tant que telles d'une autorité indiscutable. Dès qu'ils impliquent des rapports d'autorité hiérarchique, en un sens quelconque, ils proposent en effet une certaine justification de cette autorité. Or, c'est précisément cette justification qui doit faire l'objet d'une discussion argumentée dans la sphère publique. C'est pourquoi une politique rationaliste est d'abord et par principe une politique de contre-pouvoir. Là où les adeptes d'une conception autoritaire de la politique exhiberont des titres à la valeur arbitraire, leur richesse, leur naissance, leur âge, la tradition, les défenseurs d'une conception rationaliste exigeront, eux, pour prix de l'obéissance, des raisons acceptables par n'importe qui. Loin de faire l'apologie du présent, le respect des faits auquel appelle le rationaliste est donc plutôt la revendication d'un droit d'inventaire sur ce qui peut justement être considéré comme un fait objectif, et non comme la perspective patrimoniale adoptée par un individu ou une classe particulier sur la situation dans laquelle il se trouve. Je résume, refus prudent de toute croyance et de toute autorité arbitraire, curiosité bienveillante à l'égard des raisons d'autrui, respect inconditionnel des faits objectifs, telles sont donc, en résumé, les valeurs permettant de parler d'une véritable souveraineté de la raison et de définir, selon Russell, les principes d'une politique rationaliste comme extension du domaine de la critique plutôt que comme un dogmatisme de l'idée. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est examiner un certain nombre de difficultés soulevées par cette conception, en faisant droit notamment aux différentes formes d'irrationalité, au moins à quelques exemples d'entre elles, susceptibles d'intervenir en politique. La question que je voudrais poser est la suivante. Les comportements politiques supposent-ils toujours l'affirmation de certaines convictions susceptibles d'être débattues ?
La critique du dogmatisme que développe Russell repose, on l'a vu, sur l'idée que nous devons toujours, en toutes circonstances, soumettre nos croyances à la souveraineté de la raison plutôt qu'à celle de la pure volonté. Mais encore faut-il que la question de la justification de ces croyances se pose de manière explicite à un moment donné, ce qui n'est finalement peut-être pas si fréquent. Si tel est le cas, la revendication de justification formulée par la raison relève alors plutôt du vœu pieux, c'est-à-dire en fait elle-même d'un acte de foi. L'objection pourrait se formuler ainsi: revendiquer la souveraineté de la raison ne revient-il pas finalement à vouloir croire en ses capacités politiques en dépit des faits, c'est-à-dire à retomber dans une forme de dogmatisme? On sait, au moins depuis Burke, qu'il est en effet aussi possible de concevoir la politique comme un champ dans lequel les actions intentionnelles occupent une place somme toute mineure, à côté des comportements individuels et collectifs réglés par l'instinct, la tradition ou les habitudes. Dans tous ces cas, il n'est pas certain que la volonté intervienne de manière décisive, ni que la question de soumettre nos croyances à l'examen de raisons objectives ait finalement l'occasion de se poser. Un cas qui est discuté par Jon Elster et sur lequel je vais m'attarder un peu, permet, me semble-t-il, de comprendre cette difficulté. Dans son livre Psychologie politique, Elster relève que, selon l'historien Paul Venn, il apparaît que les catégories populaires qui subissaient tout particulièrement les inégalités sociales sous l'Antiquité aient souvent développé une acception fataliste de leur conception, ne se bornant pas seulement à assumer de manière lucide les contraintes sur lesquelles ils ne pouvaient rien, mais à développer une forme de suradaptation à ces contraintes. Alors c'est rapporté par Elster, dans Le pain et le cirque, Paul Venn écrit ainsi: « Les hommes ne font pas de l'égalité et de la justice des conditions sine qua non. Ils mettent leurs aspirations en consonance avec le possible. La relative stabilité des sociétés, entre l'idylle et le chaos, ne tient pas à un juste équilibre qu'elles auraient réalisé entre leurs membres, mais au fait que l'humanité ne se pose de problèmes que lorsqu'elle peut les résoudre. Le régime hellénistique durait non pas grâce à la redistribution énergétique, mais parce que devant l'inégalité économique, la foule des plébéiens dispersés et eux-mêmes inégaux entre eux étaient aussi incapables de se coaliser qu'une foule de paysans inorganisés et inégalement menacés n'est capable de sortir de sa passivité séculaire devant les débordements d'un fleuve. Elle renonce à disputer le terrain au fléau et, même, détail révélateur, elle se cantonne un peu en deçà de la limite des crues. » Elster interprète ce que dit Venn à partir d'un mécanisme psychologique que Festinger appelle la réduction de la dissonance cognitive. C'est un mécanisme par lequel le psychisme humain aurait tendance à ajuster spontanément les désirs aux moyens dont on dispose, conduisant ainsi l'individu à faire, comme on dit, de nécessité vertu. Ce mécanisme, décrit également dans la fameuse fable de La Fontaine où le renard décrète que les raisins hors de sa portée sont toujours trop verts, suggère ainsi, me semble-t-il, une sorte de fatalisme psychologique spontané. La question posée par ce type d'attitude dans le domaine politique consiste, me semble-t-il, à se demander si elle ne traduit pas une sorte de besoin naturel d'arbitraire. Dans le cas discuté par Venn, il est en effet remarquable que le fatalisme populaire dont il est question aille finalement, comme il le souligne à la fin de l'extrait, au-delà de la simple adaptation aux contraintes objectives. Cette adaptation de nos désirs aux besoins, elle, peut passer pour un mécanisme finalement assez raisonnable. Il s'agit d'ajuster nos croyances aux faits plutôt qu'à les laisser dériver de manière plus ou moins tyrannique. Mais que penser de la suradaptation pointée par Venn et qui est, selon Elster, caractéristique de la psychologie des sociétés autoritaires? Tout se passe alors comme si les individus, sans s'en rendre compte, avaient spontanément tendance à se soumettre aux contraintes de manière excessive, exagérant leur impuissance en exagérant de manière symétrique la puissance de ce qui les accable. Avérer un phénomène de ce type conduirait à se demander si la part d'arbitraire que comporte l'autorité n'a pas une dimension irréductible, comme si le fait de subir une contrainte pouvait naturellement conduire à la justifier. Elster relève un constat du même ordre chez Tocqueville, lorsque ce dernier écrit « Il n'y a rien de plus familier à l'homme que de reconnaître une sagesse supérieure dans celui qui l'opprime. » Fin de citation. Si Venn et Tocqueville ont raison, ça suggère que la critique du dogmatisme portée par Russell risque alors fort de porter souvent à faux, dans la mesure où elle ne s'adresse finalement qu'aux différentes formes de servitude volontaire, auxquelles conduit une volonté de croire soustraite à la juridiction de la raison. Mais la servitude dont parle Venn ou Tocqueville est autrement plus difficile à combattre d'un point de vue rationaliste, dans la mesure où elle paraît bien révéler une tendance psychologique naturelle à se soumettre aux contraintes, même si, et peut-être même tout particulièrement si, ces contraintes sont perçues comme arbitraires.
Le fataliste antique ou moderne perçoit ainsi sa situation comme étant opprimante, tout en considérant simultanément et de manière apparemment paradoxale qu'elle va de soi, ce qui revient bien à la justifier, sans toutefois aller à le faire de manière explicite. Je cite Venn de nouveau. « L'autorité n'est pas toute puissante, écrit-il toujours dans Le Pain et le Cirque, elle n'existerait pas si la nature humaine ne comportait pas la possibilité de se dire « ils sont trop verts ». Une cause efficiente, bourgeoise ou meneur ne peut mettre une forme dans la matière, elle en tire une forme qui s'y trouvait déjà en puissance. Aussi les sociétés sont-elles à la fois injustes et relativement stables. Injustes et relativement stables. Les défavorisés y mettent du leur, ne serait-ce que pour échapper à l'angoisse de n'être soumis à aucune autorité. Face à cela, l'idée de dépolitisation va de contradiction en contradiction. Elle commence par idéaliser les gens. L'autonomie politique serait inscrite dans leur essence. Puis, elle les met plus bas que terre. Il suffirait de leur proposer le cirque pour les dénaturer. Elle les relève en imputant leur aliénation à la baguette magique du tyran. Pour un rêve d'autonomie politique, elle leur dénie leur autonomie anthropologique. » Fin de citation. Alors souvent, évidemment, le rationaliste peine à admettre qu'il puisse admettre des attitudes de ce genre parce qu'elles lui semblent contradictoires, comme toutes les situations dans lesquelles les hommes se dupent ou s'aveuglent eux-mêmes, ou encore lorsqu'ils sont victimes de faiblesse de volonté, bref, lorsqu'on ne sait plus s'ils sont motivés par certaines raisons ou simplement déterminés par des causes. Et pourtant, on pourrait probablement relever, comme le souligne Elster, beaucoup de comportements qui obéissent à des mécanismes de ce genre. Pour rester dans le champ de la politique, on peut par exemple songer au rôle souvent considérable que peuvent y jouer des mécanismes comme ceux du ressentiment ou de la mauvaise foi, des émotions comme la colère, l'enthousiasme, etc. On remarquera aussi au passage que cette part d'irrationalité n'est pas nécessairement réservée aux situations ou aux croyances habituellement associées à l'obscurantisme politique ou religieux. Ainsi, comme le souligne Elster, Tocqueville était pour sa part particulièrement sensible aux formes d'irrationalité produites par les régimes démocratiques, au premier rang desquels les mécanismes extrêmement puissants du conformisme, conduisant en démocratie à adhérer de manière quasi mécanique, selon Tocqueville, aux opinions professées par la majorité et à celles dont on imagine qu'elles le sont. Citation de Tocqueville, « Lorsqu'une opinion a pris pied chez un peuple démocratique et s'est établie dans l'esprit du plus grand nombre, elle subsiste ensuite d'elle-même et se perpétue sans effort, parce que personne ne l'attaque. Ceux qui l'avaient d'abord repoussée comme fausse finissent par la recevoir comme générale, et ceux qui continuent à la combattre au fond de leur cœur n'en font rien voir. Ils ont bien soin de ne point s'engager dans une lutte dangereuse et inutile. » Fin de citation. Le caractère irrationnel d'une telle adhésion tient évidemment à ce qu'elle ne repose en réalité sur aucune raison objective, mais sur une part de respect tacite pour la majorité qui, sans être jamais unanime, joue pourtant un rôle considérable dans la formation des opinions politiques en démocratie. L'absence fréquente de raisons objectives, qui est caractéristique des opinions dominantes en démocratie, d'après Tocqueville, ne se mesure d'ailleurs jamais aussi bien que dans les situations de faux conformisme, également relevées dans la démocratie en Amérique, c'est-à-dire dans des situations où le conformisme repose en réalité sur un malentendu et une ignorance. Citation de Tocqueville, « Il arrive quelquefois que le temps, les événements ou l'effort individuel et solitaire des intelligences finissent par ébranler ou par détruire peu à peu une croyance sans qu'il en paraisse rien au dehors. On ne la combat point ouvertement, on ne se réunit point pour lui faire la guerre. Ses sectataires la quittent un à un sans bruit, mais chaque jour, quelques-uns l'abandonnent, jusqu'à ce qu'enfin elle ne soit plus partagée que par le petit nombre. En cet état, elle règne encore. Comme ses ennemis continuent à se taire ou ne se communiquent qu'à la dérobée leurs pensées, ils sont eux-mêmes longtemps sans pouvoir s'assurer qu'une grande révolution intellectuelle s'est accomplie et dans le doute, ils demeurent immobiles. Ils observent et se taisent, la majorité ne croit plus, mais elle a encore l'air de croire. Et ce vain fantôme d'une opinion publique suffit pour glacer les novateurs et les tenir dans le silence et le respect. » Fin de citation. Il faut bien comprendre, me semble-t-il, ce qui distingue ici les analyses de Tocqueville et la critique du dogmatisme qui est revendiquée par Russell. Ce que dit Tocqueville, c'est que, finalement, en démocratie, la règle de la majorité tend souvent, qu'on le veuille ou non, à devenir elle-même arbitraire, comme si, là encore, se manifestait, y compris en démocratie, une tendance spontanée des individus à rechercher l'autorité pour elle-même. Tout en sachant qu'elle ne suffit jamais à déterminer la vérité objective d'une opinion, l'individu vivant en démocratie finit toujours par considérer la règle de la majorité implicitement comme un de ses signes distinctifs. Pour parler en termes wittgensteiniens, on dira que, selon Tocqueville, l'homme démocratique a toujours tendance à finir par confondre ce qui ne devrait jamais être à ses yeux qu'un symptôme de la vérité avec son critère.
Même s'il s'agit formellement d'une sorte de paralogisme, que rien n'oblige à considérer comme universel ou nécessaire, Tocqueville suggère qu'il est suffisamment puissant et répandu pour expliquer de nombreux phénomènes de l'histoire politique et inviter à la prudence quant aux capacités du débat public à déterminer des opinions objectives en démocratie. Alors, sans multiplier les exemples, on peut donc finalement se demander, compte tenu de tous les mécanismes susceptibles de court-circuiter son exercice, quelle est la portée politique la portée réelle d'une politique rationaliste. Ce que suggèrent les analyses précédentes, c'est que les normes portées par la raison dans le domaine politique passent pour l'essentiel à côté de ces mécanismes irrationnels et prolongent sous la forme d'habitude ou de tradition les instincts qui nous portent à rechercher l'autorité dans ce qu'elle a d'arbitraire. Face à de tels adversaires, le dogmatisme semble finalement pour la raison un adversaire relativement facile à vaincre, puisqu'il a encore le mérite d'en appeler un choix qui est, en tant que tel, susceptible d'être discuté. Alors, sans avoir, à ma connaissance, développé d'analyse psychologique systématique sur la question, Russell n'était évidemment pas aveugle aux difficultés que sa conception rationaliste de la politique était susceptible de rencontrer sur ce terrain. Et ses écrits proposent un certain nombre de réponses. En premier lieu, je pense inutile d'insister ici sur la place qu'il a accordée tout au long de son œuvre à la dénonciation des dogmatismes religieux, justement parce que ces derniers jouent, selon lui, un rôle considérable dans le maintien des règles très souvent tacites qui organisent en profondeur les comportements individuels ou collectifs. Et c'est toujours efforcé pour cette raison de les discuter au grand jour, ces dogmatismes, en montrant les principes profondément arbitraires sur lesquels ils reposent. Mais en dernière analyse, ce que Russell oppose au pessimisme psychologique et anthropologique de Venn ou de Tocqueville, c'est finalement une conception relativement optimiste de la nature humaine et plus précisément de nos instincts eux-mêmes. Ainsi écrit-il, notre appareil instinctif se compose de deux parties, l'une qui tente à favoriser notre propre vie et celle de nos descendants, l'autre qui tente à contrecarrer la vie des prétendus rivaux. La première comprend la joie de vivre, l'amour et l'art, qui psychologiquement a sa source dans l'amour, l'autre comprend la rivalité, le patriotisme et la guerre. Fin de citation. Russell développe très souvent cette distinction en opposant d'un côté les désirs et impulsions qu'on pourrait appeler créatifs et de l'autre les désirs et impulsions qu'on peut appeler possessifs, soulignant à de multiples reprises leur importance décisive du point de vue social et politique. Bouvresse note ainsi que, chez Russell, les désirs et les impulsions possessifs ont pour objet principalement les biens matériels, alors que les biens mentaux et spirituels constituent l'objet privilégié des désirs et impulsions créatifs. Or, du point de vue de Russell, la vie la meilleure est une vie dans laquelle les impulsions créatives jouent le rôle le plus grand et les impulsions possessives le rôle le plus réduit. La prédominance des instincts possessifs, orientés en premier lieu vers la conquête des biens matériels, privilégie l'usage de la force, qui est au contraire impuissante quand il s'agit de s'assurer la possession de biens spirituels. Pour cette raison, écrit Russell, les hommes qui croient à la force sont les hommes dont les pensées et les désirs sont préoccupés des biens matériels. Reprenant sur ce point les positions classiques de l'anthropologie libertaire de Godwin ou de Kropotkin, Russell soutient également que les désirs et impulsions créatifs, ou comme il les appelle aussi constructifs, peuvent s'harmoniser naturellement et ne donnent pas lieu à une compétition pour la possession des biens concernés, alors que les désirs et impulsions possessifs sont intrinsèquement concurrentiels et conflictuels. Loin d'être en guerre contre la nature humaine, la raison cultive donc ce qu'il y a, selon Russell, en elle de meilleur, à savoir nos aspirations instinctives à la coopération et au partage, qu'elle se charge de traduire par la revendication d'impartialité objective qui lui est propre, articulant ainsi la recherche de la justice à celle de la vérité. Même s'il n'y a aucune nécessité à ce que les hommes s'en saisissent, le progrès des connaissances ouvre ainsi sans cesse de nouvelles possibilités de progrès dans les autres domaines et justifie bien, de l'aveu même de Russell, une forme de foi optimiste envers les capacités politiques de la raison. Citation de Russell là encore, « Les hommes ont besoin d'une foi qui soit robuste et réelle, et non pas timide et un peu molle. La science n'est, dans son essence, rien d'autre que la poursuite systématique de la connaissance, et la connaissance, quels que soient les mésusages que des hommes mauvais font d'elle, est, dans son essence, bonne. Perdre la foi en la connaissance, c'est perdre la foi dans la meilleure des capacités de l'homme, et par conséquent, je répète sans hésiter, que le rationaliste qui ne cède pas a une foi meilleure et un optimisme plus inflexible que l'un quelconque des chercheurs timides qui sont à la poursuite des conforts infantiles d'une époque moins adulte. » Fin de citation. Face donc aux tendances régressives qui prêchent un retour à l'autorité des instincts naturels et de la tradition, Russell revendique sa croyance dans les capacités émancipatrices de la connaissance.
Mais loin d'être purement volontariste, cette croyance est bien au contraire bien fondée, au vu des ressources encourageantes que recèle à ses yeux une partie de nos instincts, et surtout des progrès irréversibles que la raison nous a jusqu'à présent permis d'effectuer dans le domaine des connaissances. Alors, combien de temps il me reste là? Je ne sais pas trop. Il reste 5 minutes, 7 minutes. C'est exactement ce qu'il me faut. Alors, en dépit donc de ces accents positivistes, l'optimisme de Russell ne doit pas donc être compris comme une forme de progressisme qui serait lui-même devenu dogmatique et qui parierait de manière arbitraire sur les capacités politiques de la raison en vouant une confiance aveugle et unilatérale aux capacités émancipatrices de la science. Dans l'extrait précédent, sur la foi dans la science et dans la connaissance, on aura remarqué que Russell admet parfaitement la possibilité d'usage destructeur et oppressif de la connaissance, ce qui se produit d'après lui lorsqu'on ne voit plus en elle qu'une capacité purement instrumentale et qu'on perd de vue sa valeur intrinsèque. L'émancipation à l'égard de toutes les formes d'arbitraire. En quoi consiste, on l'a vu, la souveraineté politique de la raison. Cette émancipation suppose en effet une recherche de la volonté qui soit réellement désintéressée, faute de quoi la connaissance devient une simple technique de pouvoir sur la nature ou sur les hommes. Ce que je voudrais suggérer pour conclure, c'est que, sans le formuler dans les mêmes termes, il me semble que Russell adresse ici, pour finir, un avertissement à l'égard de ce que Neurath appelait pour sa part le pseudo-rationalisme. Dans un article fameux intitulé « Les voyageurs égarés de Descartes et le motif auxiliaire », Neurath désigne par ce terme de pseudo-rationalisme une tendance que la raison aurait à s'illusionner sur elle-même et à surestimer ses capacités en matière d'aide à la décision dans le domaine pratique. Confondant la recherche des raisons avec la décision proprement dite, certains rationalistes peuvent ainsi être amenés à développer une conception purement instrumentale des progrès déjà accomplis dans le domaine de la connaissance et à interpréter l'idée de souveraineté de la raison comme celle d'une capacité de décision finalement infaillible. Je cite Neurath, je précise que le texte est de 1913. « De nos jours, écrit-il, dans les grands centres civilisés, l'instinct s'est trouvé refoulé fortement et la superstition joue elle aussi un rôle mineur. La plupart de nos contemporains ne jurent que par leur intelligence et veulent s'en remettre à elle seule pour toutes les décisions. Ils partent en cela de l'idée que, pour peu que l'on réfléchisse suffisamment, on pourra, sinon avoir des certitudes, du moins repérer la façon d'agir la plus susceptible d'être couronnée de succès. Qu'il y ait des cas dans lesquels on se retrouve totalement démuni en présence de plusieurs possibilités d'action, cela on le nie ou on le déclare si extraordinairement improbable qu'aucun homme raisonnable n'aura besoin d'y réfléchir plus longuement. Les hommes de cette espèce pensent le plus souvent qu'on arrive forcément au but à condition de réfléchir avec quelque sagacité lorsque surgissent les difficultés, et ils ne voient pas du tout que le penseur le plus sagace peut parvenir à plusieurs conclusions équivalentes s'il n'a pas toutes les prémices en main. Celui qui s'accroche à la croyance qu'il peut tout résoudre grâce à son intelligence anticipe au fond cette connaissance complète du monde dont Descartes fait le but lointain de l'évolution scientifique. Ce pseudo-rationalisme mène en partie à l'aveuglement et en partie à l'hypocrisie. Le rationalisme voit son triomphe majeur justement dans le fait de discerner clairement les limites de toute intelligence. Cette inclination au pseudo-rationalisme, si répandue, me semble découler des mêmes tendances inconscientes que l'inclination à la superstition. La progression des Lumières a de plus en plus dépouillé les hommes des moyens dont ils disposaient jadis pour rendre possible une décision claire et simple. Aussi se sont-ils jetés sur l'intelligence pour lui extorquer de toute leur force un succédanér adéquat. » Fin de citation. En matière morale ou politique, Neurath rappelle donc qu'il n'est pas seulement question de conviction, mais aussi souvent de décision, lesquelles rencontrent une part très souvent irréductible d'incertitude, soit que nous ne disposions pas du temps nécessaire à nous donner des connaissances suffisantes pour déterminer nos choix, soit que ces connaissances ne le déterminent pas de manière unique. L'illusion consistant à ignorer cette incertitude au nom des progrès qu'une recherche systématique des raisons nous a permis d'accomplir dans le domaine des sciences conduit alors bien à une forme de dogmatisme qui se méprend complètement sur la signification morale et politique de la raison. L'ultime valeur requise pour éviter le pseudo-rationalisme et comprendre le type de politique susceptible d'être prescrite par la raison me semble donc être, à la lumière de ce que dit Neurath, la modestie à l'égard de nos propres capacités rationnelles,
Loin de constituer une démission, une quelconque retour aux vertus supposées de l'instinct ou de la tradition, il me semble que cette modestie est indispensable à l'optimisme robuste et inflexible revendiqué par Russell à l'égard des capacités d'émancipation portées par le progrès scientifique. Pour ne pas s'illusionner, cet optimisme doit, en fin de compte, accepter l'idée que les progrès accomplis par la raison jusqu'à présent ne nous présentent aucune garantie à l'égard de ceux qu'elle est susceptible de nous aider à faire dans l'avenir. Neurath reformule ici, quoique d'une autre manière, l'idée de Russell selon laquelle la connaissance a une valeur intrinsèque et pas purement instrumentale. Il rappelle en effet que les connaissances ne peuvent jamais être conçues comme de simples instruments de décision, en voie de perfectionnement continu et infini, à la manière du savoir absolu hegelien, bon, j'hésite un peu à en parler ici, s'incarnant progressivement et de manière irréversible dans les institutions et dans les mœurs. Même si, pour Neurath, cela semble pour le moment peu envisageable dans des sociétés comme les nôtres, il soutient pour sa part qu'un rationalisme conséquent devrait, en politique, accepter fréquemment l'obligation de devoir s'en remettre au tirage au sort. Dernière citation. Reprenons maintenant l'exemple de Descartes. Pour les voyageurs égarés dans la forêt, qui ne disposent d'aucune espèce de repère pour la direction à prendre, le plus important est d'avancer résolument. Le premier sera poussé par son instinct dans une direction quelconque, le second par un augure. Le troisième examinera soigneusement toutes les éventualités. Il étudiera toutes les raisons et contre-raisons. Et puis, sur la base de présupposés insuffisants, dont les lacunes échapperont à sa conscience, il finira par se diriger fièrement dans une direction précise qu'il considérera comme la bonne. Le quatrième, enfin, réfléchira autant qu'il pourra, mais il n'aura pas peur de s'avouer que son intelligence est trop faible et il laissera en toute quiétude le sort décidé pour lui. En admettant que les chances qu'ont les 4 voyageurs de sortir de la forêt soient égales, il y aura pourtant des gens pour juger très différemment les 4 attitudes. À celui qui recherche la vérité, qui a pour l'intelligence le plus d'estime, l'attitude du dernier voyageur sera la plus sympathique. Celle du troisième, du pseudo-rationaliste, lui répugnera le plus. Fin de citation. Sans vouloir cultiver le paradoxe, qui n'est d'ailleurs, ici en l'occurrence, qu'apparent, je conclurai donc en disant, à la suite de Russell et de Neurath, qu'une politique affirmant le caractère souverain de la raison consiste à faire preuve à la fois d'intransigeance et de modestie, en refusant toute forme de hiérarchie arbitraire, tout en acceptant l'idée que la plupart de nos décisions ne puissent finalement pas être justifiées autrement que par le sort. Je vous remercie. Je suppose que Jacques Bouvresse a beaucoup de remarques, réactions que nous écoutons. Oui, j'aurais beaucoup de remarques, mais je vais me contenter d'en faire peu parce que nous manquons de temps, puis je manque aussi de compétences assez souvent, et un peu dans ce cas-là. Encore que, bon, heureusement, vous êtes concentré assez largement sur le texte que j'ai écrit sur Russell. Alors, j'étais très content, incidemment, que vous fassiez, en terminant, un peu de publicité pour Neurath, bon, qui est certainement un auteur considérablement surestimé, hein, et qui serait important de réussir à faire connaître un peu mieux. Alors, pardon ? Surestimé ou sous-estimé ? J'ai dit surestimé ? Oui. Ah, j'espère que ça n'est pas un lapsus freudien. Non, bien sûr, oui, il est beaucoup trop sous-estimé. Incidemment, est-ce que vous pensez que Russell est sérieusement menacé par le risque de pseudo-rationalisme ou qu'il est totalement immunisé contre ça ? Je pense qu'il est largement immunisé. Après, vous connaissez mieux ces formulations que moi, mais effectivement, la question c'est de savoir jusqu'où le porte son optimisme, quoi. Dans quelle mesure, effectivement, il est tempéré, je ne sais pas, par la modestie, ça je ne sais pas. Mais... Oui, ça me mène à vous poser immédiatement vous exprimez immédiatement une réaction qui me vient toujours à l'esprit quand je le lis, spécialement quand j'ai lu les textes dont je me suis servi dans cet article, c'est qu'il est par moments d'un optimisme véritablement incroyable. Par exemple, quand il soutient que il y a un bon nombre de questions qui sont des questions vraiment fondamentales, dont il suffit pratiquement qu'elles soient posées pour qu'elles soient immédiatement résolues. Le problème n'est pas, dans ces cas-là, de s'échiner à trouver des réponses, c'est d'obtenir que les questions soient posées. Par exemple, quand la question posée est-il légitime que des gens détiennent, sans aucune justification sérieuse, un pouvoir exorbitant ?
Est-il normal qu'il y ait une différence de droit entre les hommes blancs et les hommes de couleur? Est-il normal qu'il y ait une infériorité, encore dans nos sociétés à nous, des femmes par rapport aux hommes dans une telle quantité de domaines? Il a l'air de penser qu'il suffit que les questions soient clairement perçues et clairement formulées pour que la solution s'impose pratiquement à l'esprit de tout le monde. Mais c'est loin d'être le cas. On peut avoir le sentiment que les questions ont été posées depuis longtemps, qu'elles sont même régulièrement répétées, et néanmoins les progrès sont extraordinairement lents, voire même dans certains cas presque inexistants. Je pense au problème des inégalités de salaire, par exemple, entre les hommes et les femmes, qui continue à être un scandale absolument inimaginable, même dans nos sociétés comme les nôtres. Donc là, je pense qu'on pourrait le soupçonner de... Quand je pense qu'il est mort à 98 ans, c'est bien ça, jusqu'à la fin, il semble être resté à la fois d'un optimisme considérable dans le domaine politique et d'un pessimisme considérable concernant la nature humaine, parce que je crois qu'il se faisait vraiment aucune illusion sur les êtres humains et sur ce dont ils sont capables. Mais néanmoins, on a l'impression qu'il a toujours été convaincu que les solutions existaient, et que, au fond, si on arrivait vraiment à poser les questions, on aurait presque, dans la foulée, si on peut dire, les solutions. Ça, je suis bien incapable de partager son optimisme, ça, je le dis franchement. Je ne sais pas si la question c'est de savoir si effectivement il faut forcément adopter un avis pessimiste sur la question. Moi, effectivement, les textes que vous avez cités et que j'ai repris là, dans ce travail-là, ils manifestent aussi une certaine forme d'optimisme raisonné à propos de certains instincts aussi. C'est quelque chose sur lequel il revient très régulièrement. C'est vrai que moi, ce qui m'a paru intéressant, c'est de faire le parallèle avec Neurath. Je ne sais pas si Neurath est pessimiste. C'est une question aussi. Ce qui est fascinant, je trouve, chez les deux, c'est leur trajectoire politique personnelle, que ce soit chez Russell ou chez Neurath. Il y a un engagement et une énergie dans la politique, y compris dans ce cas-là, de plus concret. Est-ce qu'on peut vraiment s'engager si on n'a aucune forme d'optimisme dans la nature humaine ou dans les instincts humains? Ça me paraît personnellement difficile. Bon, est-ce que ça suffit? Ça, c'est une autre question. Neurath le dit explicitement, d'ailleurs, mais quand dans cet article, il dit à un moment donné, est-ce que le rationalisme peut effectivement organiser les affaires humaines? Ça, c'est une autre question. En fait. Donc, il y a tout l'article explique ce que ça devrait être si jamais c'était le cas. Mais quant à la possibilité des ressources du rationalisme, ça... C'est une question qui a de nombreux aspects. Par exemple, on pourrait se demander aussi, je crois, si Russell n'est pas exagérément optimiste dans la distinction qu'il fait entre, vous savez, les appétits possessifs et les appétits créatifs, parce qu'il a l'air de penser qu'il ne peut pas y avoir de compétition et encore moins de guerre pour la possession des biens spirituels. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il a raison? Je n'en suis pas si certain. Si on regarde le spectacle qu'offre le monde intellectuel, c'est pas comme ça que les choses se passent. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris dans ce qu'il dit. Non, je ne sais pas. Après, c'est la question, c'est l'analyse qui fait aussi cette idée que la connaissance peut avoir une valeur intrinsèque qui en tant que telle n'en fait pas un bien limité. Donc effectivement susceptible de donner lieu à concurrence. Ça me paraît une idée assez raisonnable. Ouais. Alors, sur le fond, il a raison. C'est-à-dire dans ce domaine-là, ce que vous possédez n'est pas quelque chose que vous enlevez à quelqu'un d'autre, puisqu'il conserve la possibilité de le posséder tout autant. Mais est-ce que ça suffit à éliminer complètement ce risque de compétition et voire même de guerre, voire même de, vous savez, Bourdieu a parlé souvent de meurtre symbolique. Par exemple, ça, quand j'étais jeune, ça m'indignait énormément. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse y avoir, dans le domaine intellectuel, ce genre de choses, le meurtre symbolique. J'ai dû me convaincre malheureusement que Bourdieu avait raison, mais en tout cas assez largement raison. C'est-à-dire que j'ai été frappé de plus en plus au fil des années par la violence tout à fait réelle, même si on peut la qualifier de symbolique, qui règne dans le milieu auquel nous appartenons. Enfin bon, ça, c'est une chose dont on pourrait parler longuement. C'est d'ailleurs, ça peut être rattaché à une chose que dit Musil, c'est-à-dire dans le monde des idées, la victoire est remportée par les mêmes moyens. C'est Nietzsche d'ailleurs qui dit ça, Musil cite Nietzsche. Dans le monde des idées, la victoire est remportée par les mêmes moyens que quand il s'agit des choses matérielles, de violence, calomnie, injustice, etc. Donc ça, c'est une des questions que je me pose à propos de Russell. Alors il y a également, puisqu'on est en train de parler de cette question d'optimisme,
vous avez eu tout à fait raison de souligner, parce que c'est, je crois, quelque chose de tout à fait central, que la politique rationaliste pour Russell, c'est une politique des contre-pouvoirs. Et c'est ce qui fait de sa réflexion quelque chose d'extraordinairement actuel. Parce que, alors, faut-il admettre que la politique rationaliste consiste exactement en ça. En tout cas, on pourrait avoir bien des objections à formuler contre l'idée d'une politique rationaliste, j'en ai. Le premier étant qu'on peut se demander si elle est réellement possible, même si elle a un sens quelconque. Mais en revanche, si on entend par politique rationaliste une politique des contre-pouvoirs, je dirais que c'est le problème auquel nous sommes confrontés tous les jours. Et ça, là, on voit à nouveau que Russell a un problème, parce que il y a une question qu'il aborde, au moins de temps à autre, qui est celle des contre-pouvoirs qui peuvent être opposés à l'expertise scientifique. C'est tous les endroits où il se demande est-ce qu'une démocratie d'experts peut encore être une démocratie authentique, c'est-à-dire une démocratie dans une société, dans ce qu'il appelle une société scientifique, c'est-à-dire une société où la science occupe, comme dans le genre de société dans lequel nous vivons, une place importante et où elle va probablement continuer à occuper une place importante, voire même de plus en plus importante. Qu'est-ce qui peut exister exactement comme contre-pouvoir ? Et là, comme vous savez, il est réellement pessimiste, c'est-à-dire il dit malheureusement le citoyen n'a pas, il semble penser que le citoyen n'a pas véritablement les moyens qui lui permettraient d'être toujours présent sur les fronts sur lesquels il faudrait intervenir quand les experts ont tendance à commettre des abus de pouvoir. Donc ou bien on n'a pas les moyens de le faire, ou bien on n'est pas suffisamment intéressé, on n'est pas présent à l'endroit où il faudrait. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit sur ce genre de problème ? Mais je pense que là, effectivement, sur cette question-là, c'est intéressant de distinguer, me semble-t-il, la question des convictions politiques, des croyances en général, et celle de la décision, qui ont un lien. Mais effectivement, le problème de l'expertise en démocratie, il se pose sur la question de la décision, essentiellement. C'est-à-dire qui décide, qui a le pouvoir de décider. Une décision qui est justifiée ou justifiable auprès de n'importe qui, elle ne pose pas de problème démocratique majeur. La question, c'est effectivement, me semble-t-il, celle de savoir le type d'autorité dont sont investis les experts et le rapport que le citoyen ordinaire, on dira, entretient à l'égard de cette autorité-là. C'est pour ça que, bon, alors, est-ce que Tocqueville a raison de dire qu'en démocratie, forcément, on finit par s'aligner ou par se conformer à l'opinion de la majorité, notamment sur cette question-là, ce qui est, d'après Tocqueville, finalement, une espèce de besoin d'autorité un peu spontané, qui n'est pas d'ailleurs complètement injustifié du point de vue technique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'autorité, y compris parce qu'on a besoin de décider dans l'urgence ou dans l'incertitude. Alors, mais c'est plus à ce niveau-là que la question se pose. Alors bon, après, la question, elle est aussi en partie institutionnelle et voilà, quel type d'institutions peuvent permettre d'amener les experts à être obligés de produire des justifications de leur décision en tant que telle. La décision experte en tant que telle, voilà, n'est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'ils pensent que dans des démocraties comme les nôtres, le pouvoir des experts deviendra inévitablement de plus en plus grand, et on disposera de moins en moins des moyens suffisants pour s'opposer rationnellement au pouvoir des experts. Parce qu'on peut s'y opposer de façon complètement irrationnelle. Oui, bien sûr. On s'entend dire pourquoi c'est eux qui décident. Le simple citoyen qui ne connaît pas le premier mot de cette question peut tout aussi bien doit avoir un avis qui vaut largement le leur, etc. Oui, donc ça, c'est une question vraiment très, très complexe. Et là, pour le coup, je pense que là, il est pessimiste, si vous voulez. Il a bien du mal, en tout cas, à conserver son optimisme naturel. Je veux dire, ce qui est frappant dans les gens comme Neurath et Russell, c'est qu'ils ont une vitalité physiologique et intellectuelle, si on peut dire, qui est telle que c'est des optimistes incurables. C'est même pas forcément un optimisme très, très rationalisé, mais ils ne peuvent pas ne pas être optimistes. Enfin, alors, il y avait encore peut-être deux petites questions, mais très rapides, que je voulais vous poser. Oui, l'une concerne cette remarque qui a l'air de rien que fait Russell quand il dit que il dit pas ça comme ça, mais on pourrait l'exprimer de cette façon-là. On devrait faire une statistique concernant le nombre de fois où un homme politique dit « il est probablement vrai que », il est approximativement vrai que. Il dit les termes probable et inexact ou approximatif n'ont pas de place en politique. Ce qui est vrai est toujours catégoriquement vrai,
et n'est jamais non plus approximativement vrai. Et alors ça, c'est quelque chose qui le choque et qui m'amène à une dernière remarque concernant la propre position que j'ai eue à l'égard de la politique, plus exactement de la place que la politique pourrait prétendre occuper en philosophie. Alors j'ai toujours été absolument sidéré de l'importance que les philosophes accordent à la théorie politique et de la prétention qu'ils ont d'être particulièrement compétents dans ce domaine, parce que je trouve que ce dont ma génération a bénéficié en fait de théorie politique a été la plupart du temps tellement lamentable et tellement désastreux que on devrait quand même être capable de faire preuve d'un peu plus de modestie. Remarquez, vous pourriez me dire qu'à part Badiou, plus personne ne nourrit encore des ambitions de cette sorte, mais il y a quelque chose, pour moi, qui a toujours été intolérable, enfin en tout cas difficilement supportable dans la politique, qui a fait que j'ai dû constamment me forcer pour arriver à m'intéresser encore à la politique, ce que j'ai quand même essayé de faire et fait à peu près constamment, c'est l'absence d'intérêt total pour la question de la vérité. C'est-à-dire pas seulement le fait qu'on ignore des notions comme celle de approximativement vrai ou probablement vrai, mais surtout qu'on parle constamment de vérité et que ça s'accompagne en même temps d'une absence totale d'intérêt et de respect pour la vérité. Bon, autrement dit, dans ma jeunesse, comme je lisais beaucoup Valéry, j'avais été frappé par cette formule de Valéry, qui dit politique, dit idole. C'est-à-dire en politique, on est gouverné par des idoles, on n'est pas gouverné du tout par un souci réel de vérité, ce qui, d'une certaine manière, pourrait avoir pour effet d'écarter complètement les philosophes de la politique. Bon, parce que quand même, là où il n'y a aucun intérêt pour la vérité, quelle place peut-il y avoir pour un philosophe authentique, dont précisément le métier devrait être soucieux de vérité. Donc j'ai dû résister constamment à cette tentation d'abandonner, de laisser de côté la politique, et par conséquent, je me souviens de ce que les bons interprètes de Wittgenstein disent, à savoir que c'est un philosophe qui ne pense jamais en termes politiques, pratiquement. Et McGuinness a fait remarquer il y a très longtemps que les Wittgenstein avaient beaucoup d'amis dans les milieux viennois importants, que ce soit les financiers, les intellectuels, les artistes, mais il n'y avait pas de politiciens. Je ne sais plus si c'est McGuinness ou quelqu'un d'autre qui dit, chez les Wittgenstein, on méprisait les politiciens. On savait que de leur part, on ne pouvait s'attendre qu'au pire. Et une des choses les pires qui sont arrivées, effectivement, auxquelles on pouvait s'attendre, ça a été la guerre de 14. Bon. Donc moi, j'ai dû constamment lutter contre moi-même pour arriver à prendre à nouveau au sérieux la politique, et plus encore pour arriver à prendre au sérieux les interventions des philosophes en politique. Je pense que vous n'avez pas eu ce problème, mais moi, je l'ai eu. On a un problème qui est pratiquement symétrique.